et je vais appeler tout de suite M. Liénard et Slim pour une communication intitulée Anesthésie et réhabilitation post-opératoire du sujet âgé, point de vue de l'anesthésiste, point de vue du chirurgien, dans l'ordre que vous souhaitez. Merci, messieurs les présidents. Je voudrais associer mon successeur à l'hôpital Saint-Antoine, Marc Bossier, qui a beaucoup œuvré dans le domaine. Alors, la réhabilitation post-opératoire précoce du sujet âgé est un concept qui, au départ, est venu d'un constat de négatif. La technique de référence en matière d'analgésie post-opératoire, l'anesthésie péridurale, n'était pas capable d'améliorer les résultats en termes de morbidité post-opératoire. En revanche, combiné à la kinésithérapie, la nutrition précoce, on voyait apparaître des améliorations. Ceci combiné avec le progrès de la chirurgie mini-invasive, avec des programmes qui déplaçaient le post-opératoire pour inclure le pré- et le péropératoire, on est arrivé à un concept de stratégie globale, multimodale, multiprofessionnelle, et dont le but est de réduire les complications post-opératoires, ce qui a eu comme conséquence de permettre de réduire la durée de séjour à l'hôpital. Et quand on sait le tribut que payent les personnes âgées aux complications, autrefois on appelait les complications de décubitus, vous savez que ces personnes âgées, loin d'être une contre-indication à cette réhabilitation précoce, sont au contraire une excellente indication. J'ai dit, il y a dans ce programme une phase préopératoire, péropératoire et post-opératoire, et je ne vais pas détailler tous les éléments. Le premier point important en préopératoire, c'est l'évaluation, comme c'était indiqué tout à l'heure. Alors, on n'a pas toutes les compétences gériatriques indiquées tout à l'heure, mais premièrement, l'âge n'est pas un critère de sélection en anesthésie. L'âge, on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est deux choses. La première, c'est les comorbidités, leur intensité, en particulier au plan cardiovasculaire, c'est la classique classification de la Société américaine d'anesthésie, l'ASA. Et l'autre élément, c'est, de manière plus globale, le niveau d'activité de la personne, son niveau d'autonomie, sa vitesse de marche, sa capacité, et en consultation d'anesthésie, ce sont des choses qui peuvent se remarquer assez simplement. Donc, bilan. Je passe sur la préparation, l'assouplissement du jeûne, la qualité de l'information qui permet de réduire l'utilisation des morphiniques, et sur la prémédication, le plus simple étant de l'éviter et de travailler dans un bloc opératoire serein, où on n'a pas besoin d'avoir des gens qui dorment avant de dormir. Pour ce qui est de la phase préopératoire, bien sûr, la plus importante est du côté chirurgical, mais le cas en parlera. Je ne vais pas vous embêter avec le choix de médicaments. Il y a deux points relativement récents qui ont été très contributifs. C'est la prévention de l'hypothermie et l'adaptation du remplissage vasculaire. Alors, les couvertures chauffantes sont devenues un standard bloc opératoire. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est efficace pour réduire l'hypothermie opératoire, c'est ce que dit gros. On peut terminer à 37 degrés après une chirurgie, vous voyez, de plusieurs heures. Et ceci est associé à une réduction, vous voyez, par un facteur 3 des infections du site opératoire et une réduction de durée d'hospitalisation. C'est le premier article d'une technique d'anesthésie qui a été publié dans le New England Journal of Medicine qui raccourcit la durée d'hospitalisation. Donc le choix entre nos médicaments ou autres, c'est très intéressant. Ça permet de publier dans l'anesthésiologie, mais c'est sans effet sur le résultat post-opératoire. Là, on a quelque chose de simple qui est efficace, probablement pour des raisons microcirculatoires sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Deuxième élément,
le remplissage vasculaire. C'est-à-dire, on a connu le temps où on craignait l'insuffisance rénale, après on a craint le début du poumon, et maintenant ce que l'on craint, avec les méthodes de remplissage qui étaient en usage il y a une dizaine, une quinzaine d'années, plutôt l'œdème interstitiel, qui est un facteur de ralentissement de la reprise du transit. Vous voyez, 2 groupes de patients, un qui reçoit 10 000 kg de rigueur lactate, donc un peu moins de la moitié, et vous voyez, résultat, 2 fois moins de complications, reprise de transit plus rapide, durée d'hospitalisation raccourcie. Donc, c'est là quelque chose qui est un peu courant en médecine. Il y a un optimum de remplissage vasculaire au-dessous, je ne savais pas, majoration d'insuffisance rénale, hypotension, au-dessus, même si on n'est pas au niveau de l'OAP, on a des éléments négatifs qui rallongent la durée d'hospitalisation. Alors, ça est bien clair. Ce qui est en débat actuellement, c'est les moyens pour savoir qu'on est à l'optimum. Est-ce qu'il faut mesurer le débit cardiaque par des méthodes les moins invasives possibles, ou est-ce qu'il faut faire l'échographie, ou est-ce qu'il faut simplement appliquer un protocole simple et restrictif. Aujourd'hui, les études ne sont pas conclusives, donc on peut dire qu'un simple protocole est suffisant. C'est la phase post-opératoire qui est la plus contributive, avec un premier élément. Alors, c'est un temps où on considérait que la seule douleur insupportable c'était la sienne propre, celle du patient aucun inconvénient, et qu'il fallait chercher la clé de la morphine dans la poche de la surveillante qui était absente. Et tout ça a changé, on traite la douleur désormais, mais on s'est aperçu que le traitement intensif de la douleur avec les opiacés avait des effets indésirables, en particulier chez les personnes âgées, ralentissait le transit, et que donc, oui, il faut traiter la douleur, car en particulier chez les sujets âgés, la douleur est un facteur de délire post-opératoire, mais la technique de référence est plutôt les techniques d'anesthésie loco-régionale, le standard étant l'anesthésie péridurale. Voici quelques exemples de la tirée de la littérature. Vous voyez ici le score de douleur, l'évaluation à une échelle visuelle analogique, avec différentes techniques. Ici, une anesthésie péridurale avec de la bupivacaïne et de la morphine, là avec que de la bupivacaïne. Là, c'est une anesthésie péridurale avec des morphiniques, et là, c'est des morphiniques par voie intraveineuse. Vous remarquez que ce qui est le plus efficace, c'est les anesthésies locaux par voie péridurale, éventuellement avec un peu de morphinique. Délai de reprise du transit, ça va du simple au double. Les autorisations de sortie, vous voyez une différence très hautement significative. Donc, ces méthodes concourent au raccourcissement des durées d'hospitalisation. Mais, il ne suffit pas de dire que l'anesthésie péridurale est le gold standard, l'état noir de l'analgésie post-opératoire. Encore faut-il, qu'elle soit acceptée, tous les patients ne l'acceptent pas, qu'elle fonctionne, parce que n'a pas à 100% de réussite. Et on voit que finalement, sur 100 patients qui on la propose, il y en a que qui en bénéficient réellement. Et puis, une étude a été réalisée par le comité de douleur de la Société française d'anesthésie de réanimation, et qu'après colectomie, on a 5% d'utilisation. Là, il y a quand même une grosse différence. D'où le développement. Alors pourquoi? Parce qu'il faut une surveillance particulière, c'est pas un problème technique, c'est un problème d'organisation hospitalière. C'est pourquoi des techniques de bloc périphérique, d'infiltration, les emplois de cathéters, des techniques étaient décrites par Marc Bossier, visent à utiliser des anesthésies loco-régionales plus segmentaires que la péridurale lorsque les conditions locales ne permettent pas de l'utiliser. Donc, vous voyez que
a là une possibilité forte d'efficacité, mais dès lors qu'on accompagne de levée précoce, d'une kinésithérapie, du retrait de la sonde gastrique, d'une alimentation orale précoce, bref, d'un lien aussi avec le chirurgien. L'efficacité, je crois qu'elle sera largement développée par la Christine, donc il n'y a aucun doute sur ce sujet. Alors c'est quoi les échecs? Voilà, il y a les réhospitalisations, et ces réhospitalisations, je n'ai qu'un seul élément qui fait le lien avec l'exposé précédent, c'est que les raisons sociales, le fait que l'environnement familial ne fait pas face, est un facteur au moins aussi important que les reprises chirurgicales ou les besoins de traitement médical. Et vous voyez qu'en analyse univariée, pardon, c'est un peu difficile à voir, mais je pense que même de loin, on voit qu'il y a deux facteurs qui se détachent. C'est quoi? C'est l'ancienneté de l'expérience du centre. Plus un centre fait ses techniques depuis longtemps, plus le taux de succès est grand. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un protocole, de l'appliquer pour que ça marche. C'est dans les détails d'organisation que se perd le succès, et vous voyez que l'autre facteur qui joue, c'est l'organisation. Et vous voyez, au total, c'est une stratégie multinodale. On ne peut pas isoler un élément qui est déterminant. C'est l'association de ces facteurs qui est efficace. Elle implique un binôme chirurgien anesthésiste réanimateur, mais pas seulement. Il faut aussi les infirmières pour le levée précoce, les kinésithérapeutes, les nutritionnistes. Et donc, il y a une organisation qui doit être pensée autour de cet objectif commun. Il est clair que le sujet âgé, on bénéficie particulièrement plus de personnel, avec des stimulations, avec le retour le plus rapide dans un endroit qu'il connaît, à savoir son domicile. Mais les facteurs de succès passent par la sélection préopératoire, mais aussi et surtout les facteurs environnementaux, c'est-à-dire le fait que le passage à l'hôpital est maintenant une période un peu courte, et c'est le lien avec les équipes, en particulier infirmières de ville, que se situe la clé du succès, et aussi le lien avec la famille, car raccourcissement du délai du jour à l'hôpital égale un temps plus long pour une famille, donc il faut avoir vérifié qu'elle est quand même supportée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, pour votre invitation d'honneur. Moi, je vais poursuivre un peu dans le même sens. Et vous voyez dans le titre que j'ai barré deux mots et mis en rouge un autre mot. J'ai barré précoce et rapide pour insister sur le mot améliorer. En fait, ce concept-là aboutit à une amélioration des suites opératoires, donc un raccourcissement du séjour. Et on ne met pas le doigt sur la durée de séjour de manière primaire, mais plutôt sur l'amélioration des suites opératoires, comme vous le verrez dans mon exposé. Alors vous avez bien compris que les chirurgies ont changé. On n'en est plus là, heureusement. On est en train de parler de gestion de la douleur, de raccourcissement du séjour et d'amélioration des suites opératoires. Même chez le sujet âgé, la chirurgie a changé. Vous avez aussi compris qu'il s'agit d'un chemin clinique. On a des éléments préopératoires, des éléments PER, des éléments post-opératoires, comme M. Diana vous a montré. Je n'insisterai pas sur les différents éléments qui varient en fonction de la spécialité, mais sachez que plus on implémente d'éléments, plus on a une efficacité sur la morbidité post-opératoire et sur la durée de séjour. Ces éléments sont résumés dans le site du groupe de réhabilitation améliorée francophone que j'ai le plaisir de diriger. Et vous pouvez aller sur ce site pour voir le détail pour chaque spécialité que je n'ai pas le temps de vous montrer ici. Alors, le chirurgien est essentiel, autant que l'anesthésiste, autant que l'infirmière, autant que l'aide-soignante, le kinésithérapeute, autant que le malade.
Et moi, je n'aurai pas suffisamment de temps pour insister sur le rôle des malades, même les sujets âgés. Ils ont un rôle actif dans la réussite de ce protocole. Chirurgie invasive, bien sûr, vous lisez ça dans le sens négatif, il s'agit de la célioscopie, il s'agit de la thoracoscopie, il s'agit de l'arthroscopie. Et on a montré que la célioscopie, notamment, je suis chirurgien digestif, je connais, est très bénéfique pour le sujet âgé, même à 80 ans, même à 80 ans. Donc, chirurgie mini-invasive, chirurgie qui diminue l'agression opératoire, et vous savez très bien l'importance de l'agression qu'impose le chirurgien à chaque malade qui l'opère. Un item chirurgical, moins de tuyaux, s'il vous plaît, moins de tuyaux, notamment la sonde gastrique. En 2015, il n'y a pratiquement que rarement une indication pour les sondes gastriques prophylactiques post-opératoires. Les seules indications qui persistent sont peut-être la chirurgie de l'œsophage avec le Nebisanti. Même dans les pancréatectomies, encore plus dans la chirurgie colorectale, il n'y a plus d'indication à une sonde gastrique prophylactique systématique. Certaines conditions peuvent imposer rarement le recours à une sonde gastrique. Mais en chirurgie abdominale, encore plus, en chirurgie gynécologique, etc., il n'y a plus de place à la sonde gastrique, surtout chez les sujets âgés, où on sait que la sonde gastrique augmente le risque de complications respiratoires post-opératoires. Donc, la chasse à la sonde gastrique, en 2015. La chasse au drain aussi, en chirurgie colorectale élective. Récemment, le groupe Grécard a montré que même dans le rectum, on peut se passer de drain abdominal systématique. Ce n'est pas une révolution. Depuis des années, notamment avec les méta-analyses Cochrane, etc., on sait qu'il n'y a plus de place au drainage. Et ces drainages ont aussi leur propre morbidité, et ces drainages n'empêchent pas la complication post-opératoire. La sonde vésicale, j'insiste pas, c'est pareil. La sonde vésicale, chez le sujet âgé qui a un problème prostatique, il faut lui préférer un cathéter suspubien, si on sait qu'on va drainer la vessie pendant des jours et des jours. Donc, une sonde vésicale peut être enlevée à J1 ou J2, même en cas de péridurale. Un malade sur 10 a besoin d'un sondage, mais 9 malades sur 10 n'ont pas besoin. Donc vous voyez, le concept, c'est de moins agresser les patients qu'on opère, notamment en termes de tuyaux. Et un malade qui a des tuyaux est un malade qui ne bouge pas de lui. Alors la réalimentation précoce, c'était un dogme. Je me suis amusé à visiter les sites internet, notamment le site de France 5. Et il y a quelques jours, un médecin spécialiste de France 5, que je ne nommerai pas, a répondu à un blog. Et il a dit, oula, si vous êtes opéré, attendez que tout se remette en place pour manger. On sait depuis 20 ans maintenant qu'en chirurgie colorectale, en chirurgie intestinale en général, qu'on peut refaire boire le malade le jour de l'intervention et on peut le faire manger le lendemain sans risque de complications post-opératoires. Et on a même un effet positif sur l'iléus post-opératoire. On a un effet positif sur la durée d'hospitalisation. Donc le dogme qui consiste à laisser les malades âgés en post-opératoire est remis en question grâce aux études scientifiques et c'est un élément important dans ce cadre-là de réhabilitation améliorée. Je continue, donc comme vous le voyez, ce concept lutte contre des dogmes, mais il ne lutte pas de manière dogmatique. Il lutte contre les dogmes en se basant sur la médecine factuelle, sur l'évidence des médecines qui montre que certains éléments sont importants, notamment je ne reviens pas sur les différents éléments, la corticothérapie, les corticoïdes, un flash de 8 mg de dexamethasone n'est pas dangereux et il améliore les suites opératoires. Il lutte contre les dogmes qu'on pensait établis depuis des années. La sonde gastrique, ça fait pratiquement plus d'un siècle qu'on la met. Et on sait maintenant qu'elle n'est pas nécessaire. Donc tout commence par là, au niveau de l'équipe médicale, au niveau de l'équipe paramédicale, et ceux qui résistent le moins sont le personnel paramédical. Ceux qui résistent le plus, une étude de Lausanne a montré, sont les chirurgiens. Donc, c'est la première étape pour implémenter cette approche-là qui est valable, comme je vais vous montrer, chez le sujet âgé, c'est le patient âgé. Donc là, comme vous l'a annoncé M. Liénard, je vais vous montrer par 3 essais et une revue systématique que dans ce cadre-là, du patient âgé opéré d'une chirurgie lourde, et je vais prendre l'exemple de la chirurgie colorectale, qui est une chirurgie majeure avec un risque de morbidité important. Vous savez que près de 40% des malades opérés pour un problème colorectal se compliquent en post-opératoire
d'une manière ou d'une autre, médicale ou chirurgicale. Donc c'est une chirurgie majeure qui nous servira un peu de fil rouge pour vous montrer que c'est faisable chez les personnes âgées. Première étude randomisée, vous voyez les résultats ici. On a un effet très net sur la déambulation, c'est-à-dire le lever précoce, sur la reprise du transit, sur la durée d'hospitalisation. On gagne à peu près 2 jours dans cette étude randomisée de faible effectif. Vous voyez que même en mettant des effectifs faibles, on a réussi à trouver des différences significatives. En termes de morbidité, comme je vous ai dit, c'est l'élément essentiel de ce protocole, réduction de la morbidité avant la réduction de la durée de séjour. On a bien compris. Donc, même chez le sujet âgé, vous voyez qu'on a une réduction significative de pratiquement plus de 50% de la morbidité post-opératoire dans ce petit essai. La conclusion, c'est que c'est faisable, que c'est bénéfique pour le patient âgé opéré pour un problème colorectal. Le deuxième essai randomisé y aboutit pratiquement au même résultat. Je ne rentre pas dans le détail, avec moins de complications infectieuses pulmonaires, moins d'infections urinaires, etc. Tout ça à cause de la chasse au bio, vous l'avez compris. Mais ce que montre cet essai, c'est un autre aspect du post-opératoire du sujet âgé, c'est les troubles cognitifs post-opératoires. Et il montre que ce protocole-là réduit de manière significative, au-delà des complications organiques, les complications, les troubles cognitifs post-opératoires, du fait d'une déambulation, du fait d'une prise en charge de la douleur de manière efficace, d'une moindre agression chirurgicale. Donc c'est le deuxième essai que je suis en train de vous montrer. Donc j'ai parlé de 3 essais. Le troisième essai est en cours de publication dans Lancet. Donc vous en avez la primeur. C'est un essai suisse qui a inclus un grand nombre de malades. Regardez l'âge médian des malades, 80-78 ans, 75 versus 75, et regardez la morbidité post-opératoire. Vous voyez toujours cette réduction de 50%. Vous voyez le nombre de complications qui a diminué. Vous voyez la durée d'hospitalisation. À 80 ans, durée d'hospitalisation pour les chirurgies colorectales majeures, 7 jours, versus 12 jours quand on fait un traitement conventionnel sans réhabilitation. Le retour à domicile, la majorité des malades, 87%, ont pu retourner à leur domicile grâce à une organisation, comme on vous l'a dit tout à l'heure. L'organisation est anticipée. Donc vous voyez tous les effets bénéfiques de ce protocole de réhabilitation chez les sujets jeunes sont retrouvés à 100% chez le sujet âgé. La revue systématique, elle confirme cela, mais elle a posé une question. Est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que les personnes âgées adhèrent à ce protocole? Donc elle a posé une question pour laquelle on n'avait pas de réponse. Et l'essai suisse que je vous ai montré a apporté la réponse. Il est en cours de publication, il a montré que la majorité des items sont applicables. Vous voyez ici, l'ablation de la sonde gastrique vésicale chez plus de la moitié des malades. 2 tiers des malades peuvent se réalimenter à J1, réalimentation précoce. Mobilisation à J1 à 83% des malades, etc. Et l'adhésion au protocole, elle atteint presque 80%. Donc avec une organisation adaptée, on arrive à reproduire les mêmes résultats et le même type d'implémentation chez les personnes âgées que chez les personnes moins âgées. Alors quels enjeux pour la personne âgée? Je voudrais qu'on s'arrête sur cette image. Regardez ce que voit un malade. Donc un malade qui est alité, c'est un malade qui est en position horizontale, il est passif, c'est un objet, il est dominé par l'équipe. Le but de ce protocole, c'est justement de le faire passer de la position horizontale à la position verticale. Le malade devient pratiquement l'égal de l'équipe de soins. Et un malade qui devient l'égal d'une équipe de soins est un malade qui se prend en charge, ça répond un peu au concept du malade qui prend ses soins en charge, acteur de ses soins, et dans ce protocole-là, le malade est effectivement acteur de ses soins parce qu'il mange plus vite, il se met debout plus vite, et il peut quitter son lit plus vite. Donc c'est le début de la convalescence. Une anecdote concernant les sujets âgés. Aux Pays-Bas, ce qu'ils ont fait pour pousser les malades à quitter leur chambre, ils ont fait une salle commune. Vous voyez à gauche un peu les chambres en France, avec la télé accrochée au mur. Le malade est obligé de se coucher pour regarder la télé. Aux Pays-Bas, ils ont enlevé les télés des chambres. Ils ont fait une salle commune avec une télé. Ceux qui veulent regarder la télé quittent leur chambre. Ils ont trouvé ce moyen. Je ne sais pas si on peut le reproduire en France. On verra ça plus tard.
Maintenant, c'est spécifique aux personnes âgées. Là, c'est une étude sur plus de 10 000 malades. Et plus de 10 000 malades. On a montré que la mobilisation précoce est intéressante pour les malades, elle est faisable. Nous sommes sur un terrain particulier où il faut des moyens, notamment en aide-soignant, etc., pour lever les personnes âgées rapidement. Donc, une personne âgée qui a été informée avant la chirurgie, qui n'a pas mal, qui n'a pas de nausée, qui n'a pas de tuyau, qui n'a pas de complications, qui sont mis sans problème. Et on le vit tous les jours, ça, grâce à ce protocole-là. L'important est de préparer la sortie avant d'entrer. Un petit jeu de mots que j'aime bien, tout doit être anticipé. Mais on peut se poser la question, on pourra en discuter après. On parle de réhabilitation rapide et précoce. Mais est-ce que dans ce contexte-là, la rapidité et la précocité sont essentielles vu les problèmes qu'on a pour les sorties des malades? Peut-être que le fait de leur réduire la mobilité post-opératoire est déjà un pas important. On verra après pour la durée de séjour, en préparant un peu le point de chute des patients. Je vous remercie de votre attention.